d'entretien. Vous avez assisté à la cérémonie, bien entendu. Comment s'annoncent les résultats cette année? Alors, les résultats s'annoncent excellents. Excellents parce que nous avons cette année plus de 900 étudiants licenciés qui ont obtenu leur diplôme. Et c'est également un moment important parce que il y a 133 étudiants qui sont des étudiants, en fait, des gens qui travaillent dans l'administration et qui viennent le soir suivre des cours et qui ont aujourd'hui obtenu également une licence. C'est un moment important aussi parce qu'elle arrive dans une conjoncture particulière pour moi, étant nommé dernièrement ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça nous permet également de voir que les étudiants que le président de la République a primés il y a 5 ans, certains d'entre eux aujourd'hui sont professeurs à l'université. Et c'est pour nous un grand encouragement. Comme vous le disiez d'ailleurs, vous dirigez donc un nouveau département, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bien entendu, cela demande de développer un certain nombre de partenariats avec des institutions. Comment vous avez pu établir, est-ce que vous avez pu déjà nouer des contacts avec les institutions étatiques, mais aussi avec d'autres organisations? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, vous savez que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, selon mes nouvelles attributions, comporte un certain nombre d'institutions qui sont le Centre d'études et de recherche de Djibouti, l'Université de Djibouti, l'École de médecine de Djibouti et enfin l'Institut supérieur des sciences de la santé. Donc, je me suis tout d'abord attaché au fait de faire travailler l'ensemble de ces institutions ensemble pour que nous puissions optimiser aussi bien les équipements que le personnel. J'ai mis en place donc une commission qui est en train de travailler pour me proposer un plan d'action pour que, par exemple, des chercheurs du CERD puissent aller donner des formations ou des cours à l'université et inversement, des enseignants qui sont à l'université peuvent venir faire de la recherche et également préparer leur doctorat ou leur master. Les mêmes enseignants de l'université peuvent aller enseigner également à l'école de médecine ou à l'Institut des sciences de la santé. Donc nous sommes en train de travailler sur un programme vraiment pour optimiser, comme je disais tout à l'heure, aussi bien le personnel que les équipements. Ça, c'est interministériel, je dirais. Maintenant, si on regarde à l'échelle nationale, effectivement, j'ai la chance d'avoir un ministère où l'ensemble des connaissances doivent être au service du pays. Au service du pays, bien sûr, en matière d'énergie, en matière d'eau, en matière d'agriculture, en matière de santé. Et donc, il est important que nous puissions mettre en place des conventions avec l'ensemble de ces partenaires. On a déjà commencé à travailler main dans la main avec le ministère de la Santé, à travers lui, donc M. Ali Arro, pour que l'école de médecine puisse travailler dans de très bonnes conditions, qu'on puisse disposer, bien sûr, de certains médecins qui sont sous sa tutelle. Et nous, en parallèle, on puisse livrer également, par exemple, au niveau de l'Institut des sciences de la santé, des sages-femmes, des infirmières qui puissent vraiment répondre aux besoins du pays. Ça, c'est à l'échelle nationale. Il y a également tout ce qui est lié à l'énergie, je dirais, avec le ministre Fouad, en ce qui concerne la géothermie, en ce qui concerne l'eau. Et puis au niveau de l'agriculture, cette coopération a également bien démarré, puisque j'ai pu restituer à M. Awale le projet de culture sous abri qui a démarré et qui fonctionne très très bien actuellement. Maintenant, à l'échelle internationale, il est certain, comme je disais ce matin, qu'il faut que nous diversifions notre partenariat, en fonction des besoins, bien sûr, du pays. Nous avons bien sûr repris un certain nombre de contacts avec nos partenaires français, mais également, je pense qu'il est opportun maintenant également de poursuivre notre partenariat avec des pays de la région. Le Yémen est un excellent partenaire, mais également le Kenya s'est proposé. Avec l'ambassadeur Aden, on est en train de travailler sur une convention pour pouvoir avoir ce partenariat, avoir des professeurs kenyans qui viennent enseigner l'anglais et des professeurs djiboutiens qui vont enseigner le français ou l'arabe. Nous comptons également ouvrir cette coopération vers les pays du Maghreb. L'école de médecine, par exemple, travaille avec la Tunisie. Il y a le Maroc aussi, qui est un de nos meilleurs partenaires parce qu'il nous prend beaucoup d'étudiants en formation. Donc il faut vraiment qu'on continue à aller de l'avant et puis s'ouvrir vers des pays très importants comme le Japon, l'Inde, qui nous soutient aujourd'hui en matière de visioconférence, et puis la Chine. Nous comptons vraiment avec la Chine mettre en place un institut de langue chinoise pour que aussi bien des étudiants que des gens en cours du soir aillent apprendre la langue chinoise. D'accord. Maintenant, depuis, on va dire, ces 5 dernières années, on constate que le nombre d'étudiants augmente énormément. Et on sait aussi que d'un autre côté, il y a une université qui est en construction. Est-ce que vous pensez que le chantier sera terminé à temps pour pouvoir accueillir justement ces nombres importants d'étudiants? Très bien.
En ce qui concerne d'abord le nombre d'étudiants, avant de revenir à l'université, vous savez, les projections, les chiffres qu'on a actuellement de 4700 étudiants cette année, dans les projections, c'était un chiffre qui devait être atteint en 2013. Donc c'est sûr que nous avons essayé de répondre à un apport très très important d'étudiants parce que notre système est calqué sur le système français, c'est-à-dire qu'après le bac, on doit prendre tous les étudiants, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Maintenant, il se pose effectivement un problème d'espace. Un problème d'espace parce que ça crée sans doute une certaine promiscuité et puis peut-être un ralentissement à l'épanouissement bien sûr des étudiants, mais également des professeurs. Parce que les professeurs doivent travailler dans un cadre où ils puissent se réunir, puissent discuter, puissent échanger et non pas venir juste faire leur cours et partir. Donc le président de la République a lancé bien sûr ce chantier de l'université qui a pris quelques retards, 8 mois de retard. Depuis que j'ai pris le dossier en main, j'ai convoqué l'ensemble des partenaires et notre dernière réunion s'est tenue hier pour que l'on puisse répartir sur des bonnes bases. J'espère que je pourrai vous garantir que les travaux vont démarrer dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais très bientôt. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs dans votre discours, que vous allez mettre le paquet sur l'adaptation des formations dispensées aux besoins du marché. Quelles seront les priorités dans ces cas-là? Alors, un élément important d'abord que je voudrais rappeler, nous ne voulons pas que notre université soit comme beaucoup d'universités africaines, des usines de chômage, parce que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable pour le pays. Nous comptons également que les formations que nous allons dispenser puissent être bien sûr utilisées à Djibouti en premier lieu, mais puissent aussi nous ouvrir l'opportunité d'avoir nos compétences ou notre personnel puis pouvoir travailler dans des pays de la région. Un exemple. Le Qatar, par exemple, à l'heure actuelle, est en train de préparer une Coupe du Monde. Donc il y a tellement d'opportunités pour les Djiboutiens, pour que les Djiboutiens aient travaillé là-bas. Malheureusement, nous ne correspondons pas à certaines de ces compétences qui sont requises, et ce qui est malheureux. Donc je vais mettre en place, bien sûr, d'abord l'audit organisationnel pour comprendre un peu le suivi des étudiants avec les systèmes de bourse, bien sûr, mais également réfléchir, et j'ai passé, il y a moins de 3 semaines, un ensemble de décrets pour répondre à cette adéquation, bien sûr, emploi, formation-emploi. Par exemple, en topographie, nous n'avons pas de topographe. Là, on a lancé une licence en topographie. Nous avons également mis en place un partenariat en matière de statistique. Nous n'avons pas de statisticiens. Et le chantier est très grand. Donc, nous sommes en train de revoir un peu notre politique en matière d'éducation pour que certaines filières qui sont vraiment de plus en plus devenues des usines de chômage soient peut-être fermées et que l'on puisse s'ouvrir vraiment vers des applications très pratiques, vers des écoles d'ingénieurs. C'est le souhait du chef de l'État. Ces écoles d'ingénieurs aujourd'hui ouvrent des opportunités réelles de travail pour que nous puissions vraiment répondre aux défis de demain et que nous puissions surtout placer nos étudiants. Un élément aussi important, je voudrais vraiment inculquer, en tout cas lors de tant que je serai dans ce ministère, cet esprit, comme je disais ce matin, pour que l'étudiant, quand il vient s'inscrire à l'université, se demande bien sûr quel type d'emploi il va créer et non pas quel type d'emploi il doit attendre de l'État. Voilà, c'est sur ce mot que nous allons donc terminer cet entretien. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.